Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce nouvel audio cours. Pas de cours en direct demain puisque j'ai une réunion qui a été programmée. L'idéal c'est de programmer ça, je pense, jeudi prochain pour le futur conseil de classe. Donc l'idéal c'est de dire que le 21 mai, donc nous ferons un cours en ligne. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le 21. Je vais vous expliquer les modalités et comment on fait ça en avance. Voilà, d'ici là. Pour l'heure aujourd'hui, on attaque le grand B de notre chapitre, de notre première partie de notre chapitre sur l'état moderne en France. Et on va aborder un cours qui est très dense en termes de contenu. Il va falloir vous focaliser non pas sur les détails nombreux que je vais vous donner, mais davantage sur les titres et essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va falloir que votre travail numéro 1, évidemment, c'est de prendre la trace écrite. Votre travail numéro 2 ici, ça va être de retirer la substance de ce dont on va parler. Voilà, et de quoi on va parler? Eh bien, on aborde un chapitre important dans l'histoire moderne, le tournant de la perception du protestantisme et sa cohésion dans le royaume de France, sa cohésion qui jusqu'à Henri IV, on va le voir, est bien compliquée, au travers des guerres de religion. Alors c'est notre grand B, l'unité de l'État face aux guerres de religion, et on se donne une chronologie de 1559 à 1598. Vous aurez remarqué qu'il y a une recherche de construction ici de notre grand A, grand B, grand C, grand D qui se fait dans une approche chronologique. On essaye ici d'être pour le coup dans une histoire peut-être un peu old school, telle qu'on la faisait autrefois, mais auquel beaucoup d'historiens sont encore attachés et pour cause. Ce qui ne nous empêchera pas, pour le chapitre suivant, de faire de l'histoire un petit peu plus thématique. Alors notre problématique, qu'est-ce qu'on se demande? Eh bien on se demande comment le royaume de France a-t-il traversé les guerres de religion. Alors évidemment, ça sous-entendrait ici que le royaume de France soit une entité autonome. Alors, le royaume de France, ce n'est pas une entité autonome, elle est liée à des acteurs qui le font vivre et finalement, on va se demander comment cet objet, qui est lié à plusieurs acteurs, va se transformer avec les guerres de religion, à quel point il est menacé, qu'est-ce qui permet sa survie. Eh bien, ce sont toutes ces questions que nous allons essayer d'aborder. Donc la séquence, elle est divisée en deux parties. Il y a un premier audio court qui va développer la première partie, enfin le petit 1, entre guillemets. Et jeudi, la deuxième audio capsule développe les points 2 et 3, ce qui fait l'objet d'une seconde audio capsule. Donc là, chacune des parties et des sous-parties va être subdivisée en grille de lecture qui est une grille liée à des périodes historiques et donc à des dates. Alors on attaque le petit 1, une cohésion sociale confessionnelle compromise. Et notre période 1559-1562. Et le premier point, il va nous amener à revenir un petit peu en arrière, à regarder ce qu'il y a avant 1559 pour essayer de bien comprendre les choses. Donc on va se livrer à une petite recontextualisation. Le premier point, le développement des protestants dans un groupe catholique. Alors, un groupe catholique, ça veut dire dans un royaume catholique. Alors revenons sur la séquence précédente. Dans le grand A, on avait parlé des guerres d'Italie, ou de la guerre d'Italie, mais on avait vu que derrière la guerre d'Italie, il y avait plusieurs guerres d'Italie. Et bien avec la guerre d'Italie, il y a eu la signature de quelque chose d'important, un concordat à Bologne en 1516. Par l'intermédiaire de ce concordat, de cet accord qui est signé entre le pape et le royaume de France, eh bien le pape perdait son pouvoir sur le clergé en France. Et c'est la naissance de ce qu'on appelle le gallicanisme. La conséquence, c'est une augmentation du poids du roi.
et de la religion liée au roi, au royaume. Le religieux va être encore plus politisé qu'il ne pouvait l'être précédemment, ou qu'il ne l'était précédemment. C'est-à-dire que cette fois, c'est le roi qui va utiliser politiquement la religion avec les mains libres, puisque le pape et le clergé ne peut plus être un obstacle à lui, puisqu'il a davantage de pouvoir sur lui, notamment en nommant les évêques. Bon, alors, maintenant, petit rappel. Je vous pose une question. On a étudié le développement de la réforme. Or, est-ce qu'on a laissé Luther développer le protestantisme librement? Vous avez la réponse. Sinon, vous mettez sur pause et vous vous replongez dans vos anciens cours. Et puis Calvin, est-ce qu'il va pouvoir en faire autant? Est-ce qu'il va pouvoir lui aussi développer le protestantisme en toute liberté? Bon, vous avez vos réponses et vous savez bien que non, il va y avoir des freins. Et nous, on note quoi? Nous, on note que sous François Ier et Henri II, le protestantisme, il est réprimé. Alors ça, vous le notez pas, mais il est réprimé par une institution qui s'appelle la Chambre ardente. En fait, la Chambre ardente, c'est quoi? C'est un tribunal qui est chargé de poursuivre les protestants. Alors, quand on dit protestants, le mot, il n'est pas vraiment employé à l'époque. Quand on parle des protestants et de la réforme, on utilise même l'expression de la religion prétendument réformée. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, il n'y a pas de réforme à avoir. Il n'y a qu'une religion. Alors, la Chambre ardente, sous François Ier et Henri II, ce sont des huguenots qui sont envoyés au bûcher. Donc environ 500 huguenots qui sont envoyés au bûcher. Donc il y a une forme de poursuite d'une hérésie, comme on a pu l'étudier pour l'époque médiévale. Alors, le mot huguenot, H-U-G-U-N-E-O-T, avec un S quand il y en a plusieurs, vous le notez pas, mais pour la culture générale, c'est important. C'est un mot qui vient de l'allemand, Eingenossen, qui désignait les confédérés. En fait, les confédérés de Genève qui avaient adopté la réforme, non sans mal, non sans des oppositions, et ça renvoie aussi, alors c'est une thèse un petit peu plus discutée, mais ça renvoie également au fantôme du roi folklorique Hugon, ou Huguet, qui était réputé agir la nuit. Et en fait, le mot, il permettait de désigner comme hérétiques, mais aussi comme séditieux, c'est-à-dire ceux qui terrorisaient le pays la nuit tombée. Alors ça, c'est ce que nous rapporte un auteur dont je me suis beaucoup inspiré pour la construction de ce cours, qui s'appelle David L. Kenz. Alors E-L et plus loin K-E-N-Z. Voilà, ça c'est pour les connaissances générales. Donc, on a parlé du protestantisme qui était réprimé, c'est ce que vous avez noté dans votre cahier, on a à peu près 500 huguenots qui sont envoyés au bûcher. Et en fait, ces huguenots, ils vont utiliser les procès comme un moyen de transmettre leurs idées, d'en faire la promotion. Ils sont là, les procès sont publics et ils peuvent faire la démonstration de leur foi. En fait, ils sont des héros, certains vont se transformer en héros de la foi et ils vont transformer leur procès en tribune pour faire l'apologie de leur religion et montrer qu'ils sont courageux. Vous vous rappelez, quand on a parlé de l'époque romaine et de la diffusion du christianisme et des martyrs, il y a un petit peu de cela ici. C'est-à-dire qu'en se transformant en martyr, eh bien, vous attirez l'attention et vous faites douter les gens. C'est-à-dire que s'il est prêt à mourir avec une telle confiance, après tout, peut-être que Dieu est de son côté. Alors qu'est-ce qu'on note aussi? On note qu'il y a des bourgeois et des nobles qui adhèrent aux idées protestantes. Ce qui fait que le culte, il va être... alors ça, vous n'êtes pas obligé de le noter, mais le culte, il va être de moins en moins caché, puis ils vont se développer des églises, parce qu'il y a des gens qui peuvent financer ces cultes. Alors, pourquoi ça va séduire chez les nobles? Pourquoi ça va séduire chez les bourgeois? Alors, chez beaucoup de bourgeois, il y a le référent à ce qui s'est passé en Allemagne, comme chez certains princes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moyen de reprendre l'idée de Luther et de confisquer à l'église c'est bien. Et ça, forcément, il y a toujours des gens qui disent « Ah, il y a peut-être une opération économique ici ». Bon, et puis il y a des gens qui vont le faire pour des raisons
théologiques, qui vont mieux se retrouver dans le protestantisme que dans le catholicisme. Notamment parce qu'il y a un rejet des prêtres qui ne sont pas forcément très cultivés, qui sont des gens bien souvent du peuple, ceux qui sont le clergé de village, et qui ne servent pas vraiment d'exemple parfois aux yeux de certains fidèles. Alors qu'est-ce qu'on ajoute? On a vu qu'on vient de noter qu'il y a des bourgeois et des nobles qui adhèrent aux idées protestantes. Mais il y a aussi une division politique chez les princes. Dans la famille, la grande famille royale, la famille royale élargie au pouvoir, au moment où je suis en train de parler de l'histoire qu'on est en train de décrire, parce qu'au moment où je suis en train de parler, c'est pas le cas, mais l'histoire qu'on est en train de raconter, ce sont les Valois qui sont sur la couronne. Mais il y a d'autres familles dans la famille royale. Il y a les Bourbons et les Condés. Et bien, chez les Bourbons, chez les Condés, on a des princes qui ont adhéré aux idées protestantes. Et puis, parmi les grands nobles, on a aussi l'amiral Gaspard de Coligny. Alors là, c'est un nom à noter en rouge parce qu'il va être important pour la suite de l'histoire. Alors Gaspard, G-A-S-P-A-R-D, en deux mots, D-E, et Coligny, c'est son nom, C-O-L-I-G-N-Y, l'amiral de Coligny. Alors, on disait que le culte était de moins en moins caché et que se développaient des églises. Par exemple, en 1559, les différents mouvements protestants qui sont en France, ils vont adopter une confession de foi commune et comme ils sont de plus en plus nombreux, ils commencent à réclamer des choses et à demander, à vouloir obtenir la liberté de conscience et de culte. Alors avant les troubles sur lesquels on va maintenant se concentrer, il y a un chiffre à garder en mémoire, c'est qu'on a près de 2 millions de protestants dans le royaume de France, sur près de 20 millions de sujets. Ça veut dire près de 10% de la population qui est devenue protestante. Donc force est de constater que le travail de la Chambre ardente n'a pas suffi à réduire le nombre de protestants. Et les troubles qui vont suivre, alors ça on ne le note pas, mais les troubles qui vont suivre, ça va mettre un coup d'arrêt à la diffusion et à la croissance du protestantisme. Et puis ça va également provoquer son recul, non pas en termes de nombre d'adhérents, puisque la population va continuer à augmenter, mais en termes de pourcentage. Et les persécutions qui auront lieu après la guerre de religion sous Louis XIV, on y reviendra plus tard, vont entraîner la migration et le départ de nombreux protestants qui vont quitter la France pour aller se réfugier dans d'autres pays, ce qui explique que c'est à ce moment-là qu'on a le plus de protestants dans le royaume de France. Voilà, ça c'était le premier point qui permettait de recontextualiser les choses. On s'intéresse maintenant au deuxième point. Des tentatives de coexistence. Tentatives de coexistence. Oui, parce qu'on essaye quand même de vivre entre protestants et catholiques. Du moins, certains aspirent à ce que ça soit possible. Je vous invite à regarder la diapositive numéro 1. Pourquoi? Parce que la diapositive numéro 1, elle nous représente François II et son épouse Marie Stuart. Alors, comme vous le voyez, ils sont très jeunes tous les deux. Alors, on a ici une représentation du couple royal qui est issu d'un livre. Le livre d'heures de Catherine de Médicis, la mère de François II, l'ancienne épouse de Henri II qui, je vous le rappelle, est décédé dans un accident lors d'un tournoi. Et donc on a un nouveau roi. Suite à ce décès, c'est François II. Donc à Henri II succède François II en 1559, il commence son règne. Et à ce moment-là, comme vous le voyez sur la représentation, il a 15 ans. Alors il va avoir une épouse de 17 ans, donc si j'étais Stéphane Bern, je dirais il est follement amoureux d'elle. On raconte qu'il était amoureux d'elle. Je n'ai pas lu de lettres personnelles de lui-même. En tout cas, il est vraiment épris d'elle. Et à 15 ans, il ne va pas exercer la totalité de ses pouvoirs, c'est-à-dire qu'il va en déléguer une partie importante à sa mère.
Et sa mère, c'est l'autre grande actrice de notre grand B, qui va être l'une des autres grandes actrices de la période qu'on étudie, c'est Catherine de Médicis. Alors Catherine, comme le prénom français, voilà, et Médicis, M-E accent aigu, D-I-C-I-S. Sauf que Catherine de Médicis, elle va pas partager la délégation que lui a donnée son fils, elle va pas l'exercer toute seule, elle va la partager avec deux personnes, François de Guise, alors en deux mots, D-E, et plus loin Guise, G-U-I-S-E, et le cardinal Charles de Lorraine. Il faut savoir que François de Guise, comme le cardinal Charles de Lorraine, ce sont des papistes. En fait, s'il y a les huguenots d'un côté, de l'autre côté, on mettrait les papistes. En fait, des partisans du catholicisme. Et ils sont très partisans du catholicisme. Alors, à quoi ressemble l'italienne qui a épousé Henri II, Catherine de Médicis, qui est catholique, Eh bien, vous la retrouvez dans la diapositive numéro 2, je vous invite à regarder. C'est un visage célèbre de l'histoire de France, qui a été pendant très longtemps décrié, parce que finalement, on lui attribuait tous les maux de l'époque. Alors, je ne suis pas dans un travail de réhabilitation, mais il faut quand même faire la part des choses et ne pas tomber dans le roman national qu'on a longtemps servi avec la méchante Catherine de Médicis, la méchante italienne qui manigançait tout en secret. On va voir que la période est beaucoup plus complexe qu'un camp des gentils et un camp des méchants. Alors, le deuxième point, on lui a donné un titre, on a dit des tentatives de coexistence. Bon, ces tentatives de coexistence, elles sont compliquées pour les deux côtés. Et c'est la première chose, après le point sur qui est aux manettes à ce moment-là, on va nous noter ici que les protestants, eh bien, ils organisent un complot. Alors, les protestants, ça serait plus approprié de dire des protestants. C'est pas tous les protestants qui, ensemble, vont tweeter en direct et dire « Ah, il faut qu'on fasse ça ». Non, ce sont des protestants. Donc, ils font quoi? Ils organisent un complot. Ils veulent faire quoi? Eh bien, ils veulent carrément enlever le roi. Alors, pourquoi? Ça, on ne le note pas. Vous reteniez que les protestants organisent un complot et qu'ils veulent enlever le roi. Mais pourquoi? D'abord, ils veulent le mettre à distance de l'influence des papistes. C'est-à-dire que le roi, il est sous l'emprise de François de Guise, du cardinal Charles de Lorraine, et comme ils sont papistes, ils sont plutôt anti-protestants, et donc il faut les mettre à distance. La deuxième étape consistera à faire arrêter les papistes. Pourquoi? Pour ensuite faire de Louis de Condé, l'un, on l'a dit, des membres de la famille royale qui est protestant, le nouveau roi de France. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, derrière ce complot, il y a la volonté pour des protestants de mettre en place un roi qui est protestant. Donc, sous-entendu, remplacer un roi catholique par un roi protestant, comme nous on est protestants. Ça marche? Bon, cette conjuration, ce complot, il échoue. Et la diapositive numéro 3 illustre l'une des conséquences de cet échec, eh bien, c'est la répression. Donc, on est ici sur une répression de... On a quoi? Bon, on ne note pas, mais on a une centaine de comploteurs qui sont pendus au balcon. Alors, ici, c'est une gravure qui l'illustre, qui date du XVIe siècle. Donc, c'est une adaptation d'une autre gravure. À l'époque, ça se faisait. On s'inspirait d'un dessin pour en faire un autre. Et il n'est pas à prendre comme dans le réalisme. La volonté ici, c'est de montrer que la répression, elle est violente. Nous, par contre, on note quoi? Suite à cet épisode, Catherine de Médicis, avec l'aide de Michel de l'Hospital, alors l'Hospital, c'est comme l'hôpital, sauf qu'il y a un S, voilà, c'est son nom, Michel de l'Hospital, eh bien, il tente d'organiser la réconciliation. C'est-à-dire que, c'est tendu entre les protestants et les catholiques, on va essayer de calmer le jeu, entre guillemets, pour parler un langage
de jeunes. Donc vous avez noté ça, hein. Catherine de Médicis, avec l'aide de Michel de l'Hôpital, elle tente d'organiser la réconciliation. Le lieu pour le faire, ça va être les États généraux d'Orléans, qui sont organisés en décembre 1560. Les États généraux, vous avez des souvenirs de 4e, des États généraux de 1789, je vous en reparlerai en détail cela l'année prochaine en première, mais là ils ont lieu à Orléans, les États généraux, donc on convoque les 3 ordres, et puis on convoque aussi les princes dissidents. Les princes dissidents, parmi eux, on a Louis de Condé, celui que les conjurationnistes avaient prévu de mettre sur le trône. Alors, François II, ça on le note pas, hein. Enfin, vous ne le notez pas, mais pour François II, là, il y a un moyen de se venger. C'est-à-dire qu'il n'apprécie pas beaucoup l'idée d'avoir qu'on ait organisé son enlèvement, et dès que Louis de Condé va arriver à Orléans pour participer aux États généraux, il le fait arrêter, et il le condamne à mort, c'est le roi. Sauf que, en fait, ce qu'avait pas prévu François II, c'est qu'il va décéder avant la condamnation. Alors, François II, il décède donc avant l'ouverture en décembre 1560 des États généraux. C'est-à-dire que les gens sont déjà arrivés, les États généraux doivent s'ouvrir. Il meurt le 5, sans doute d'une méningite. Tous les historiens sont... Bon, on n'a pas d'autopsie, mais par rapport à ce qui est décrit au niveau des symptômes, on pense que ça aurait pu être une méningite. Donc je ferme ici la parenthèse. Donc le roi est mort. Vive le roi. C'est-à-dire qu'un nouveau roi va remplacer ensuite François II. Et la diapositive numéro 4 illustre un nouveau portrait ici de ce nouveau souverain qui se substitue au premier. Il s'agit de Charles IX. Et comme vous pouvez le voir sur la diapositive, au moment de sa prise de fonction, entre guillemets, Charles IX, il n'est pas bien vieux. Il n'a que 10 ans. Et donc, qui va organiser sa régence? Oui, vous l'avez à nouveau. Sa mère, Catherine de Médicis. Finalement, François II n'aura exercé que très peu le pouvoir de façon autonome. Donc, voilà, on y est. Catherine de Médicis, avec l'aide de Michel de l'Hôpital, va tenter d'organiser la réconciliation. Et lors des États généraux, on a Michel de l'Hôpital qui va faire un discours, et on a ici une retranscription. Alors attention, retranscription, c'est pas comme aujourd'hui où on aurait enregistré, où on aurait accès directement au texte. Voilà ce qu'on nous rapporte, ce que nous rapportent les historiens sur les propos qu'aurait tenus Michel de l'Hôpital lors des États généraux. Donc il y a une part d'incertitude autour de ce texte. C'est-à-dire que c'est pas du discours direct. On est dans le discours indirect. Mais il est intéressant de l'étudier. Alors c'est le document 1 de la FIF. Je vous enjoins à regarder ce document et on va le lire ici ensemble. Considérons que la dissolution de notre Église a été cause de la naissance des hérésies et la réformation des abus pourra être cause de les éteindre. Nous avons ci-devant fait comme les mauvais capitaines qui vont assaillir le fort de leurs ennemis avec toute leur force, laissant dépourvus et dénués leur logis. Il nous faut dorénavant garnir de vertu et bonnes mœurs, et puis les assaillir avec les armes navrantes de la charité, prière, persuasion, parole de Dieu, qui sont propres à tel combat. La bonne vie, comme dit le proverbe, persuade plus que l'oraison. Le couteau vaut peu contre l'esprit, si ce n'est à perdre l'âme ensemble avec le corps. Prions incessamment pour eux, et faisons tout ce que possible nous sera, tant qu'il y ait espérance de les réduire et convertir. Luthériens, huguenots, papistes, ne changeons le nom de chrétiens. Bon, on n'a pas la version ici en vieux François, mais on est dans des usages de mots et des associations de mots qui ne sont pas forcément courantes aujourd'hui. Concentrons-nous bien sur la fin. Prions incessamment pour eux. Donc, sous-entendu, Michel de l'Hôpital, vous avez bien compris qu'il est catholique. Mais il veut prier pour les protestants. Faisons tout ce que possible nous sera tant qu'il y ait espérance de les réduire et convertir. Réduire, c'est-à-dire qu'ils soient moins nombreux.
et convertir qu'ils deviennent des catholiques. Mais il ajoute, luthériens, huguenots, papistes, ne changeons le nom de chrétiens. C'est-à-dire qu'il leur reconnaît le statut de chrétiens. Il n'est pas en train de les présenter ici comme des hérétiques. C'est une autre forme de chrétienté. Et l'idée qui est évoquée un petit peu plus en amont dans ce texte, il nous faut dorénavant garnir de vertus, de bonnes mœurs, et puis les assaillir avec les armes navrants de la charité, prière, persuasion, parole de Dieu, qui sont propres à tel combat. Sous-entendu, il faut arrêter de mener le combat par la force. Le couteau vaut peu contre l'esprit, si ce n'est à perdre l'âme ensemble avec le corps. C'est-à-dire qu'il faut arrêter la violence face aux protestants. On est ici dans une voie nouvelle. Donc on peut noter quoi? On peut noter que la ligne politique qui est adoptée, qui sort de ces états généraux, c'est une ligne politique d'apaisement. Donc rappelez-vous, ils s'étaient réunis en décembre et en janvier, il y a un texte qui sort. Il s'appelle l'édit de janvier 1562. On l'appelle aussi l'édit de Saint-Germain. Il y a quoi dedans, dans cet édit de janvier 1562? Eh bien, il autorise de rendre un culte, protestant bien sûr, en dehors de l'enceinte des villes, en dehors des remparts. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, de la muraille qui est ceinturée. Donc, cet édit, il autorise les protestants, il reconnaît aux protestants le droit de faire un culte en dehors des villes. Mais on est quand même ici dans quelque chose qui est plus constructif que ce qu'il y avait auparavant. Troisième point, des freins à la cohabitation. Donc il y a cette idée qui a été mise en place par Catherine de Médicis avec Michel de l'Hôpital. Reste que la société, il va falloir lui faire adopter cet édit ou le légitimer. Or, pourquoi on a des freins à la cohabitation? Parce qu'on a d'abord des oppositions de la part des catholiques. Le cas qu'on peut commencer par évoquer, c'est celui du Parlement de Paris. Le Parlement de Paris, qui est composé de catholiques, de fervents catholiques, il va refuser d'enregistrer l'édit. C'est-à-dire qu'en fait, les édits, une fois qu'ils sont promulgués, doivent être validés par le Parlement de Paris, dans lequel on a des officiers et un titre d'officier qui se transmet de père en fils. Rappelez-vous, les officiers qui avaient été créés par François Ier, eh bien, le titre devient, pour certaines positions, et c'est le cas pour le Parlement de Paris, transmissible. Et lui, il refuse d'enregistrer l'édit. C'est-à-dire qu'ils mettent un frein. On se rend compte de quoi ici? On se rend compte qu'il y a des freins que le roi, du moins, il doit composer avec des contre-pouvoirs qui peuvent parasiter l'action royale. C'est important à garder quelque part dans votre tête pour plus tard, quand on relativisera l'absolutisme ou la volonté d'aller vers l'absolutisme. Bon, il le fera quand même. Il le fera quand même, mais en mars, c'est-à-dire plus tard. À l'opposition des catholiques, il faut ajouter l'opposition des protestants. Pourquoi? Pour d'autres raisons, bien sûr. Les protestants, eux, ils ne veulent d'abord pas rendre les lieux de culte qu'ils possèdent dans les villes. Parce que dorénavant, ils ont le droit d'exercer leur culte, mais en dehors des villes. Mais tout ce qui a été investi à l'intérieur des villes, ils refusent de s'en séparer. Enfin, on a le représentant de Calvin, qui s'appelle Théodore de Bèze. Alors Théodore, T-H-E accent aigu O-D-O-R-E, 2-D-E, et Bèze, B-E accent grave Z-E. Eh bien, Théodore de Bèze, lors d'une discussion théologique avec les catholiques, eh bien, il est catégorique. C'est-à-dire qu'il y a un refus complet d'aligner sa théologie sur celle des autres. C'est-à-dire que pour lui, pour les calvinistes, le corps du Christ ne peut pas être contenu dans l'hostie. On ne peut pas manger le Christ. C'est un autre symbole. Ça ne peut pas être vraiment le corps du Christ qui est dans l'hostie. Ça peut être que métaphorique. Voilà. Donc, des oppositions de catholiques, mais aussi des oppositions de protestants. Et ça, c'est bien un frein à la cohabitation. Bon, malgré tout, pour conclure cette première partie, notons que cette tolérance civile, ici, qui a été promue par Catherine de Médicis et
Michel de l'Hôpital, c'est une rupture. C'est une rupture dans la pensée politique et religieuse. Pourquoi ? Parce que chez les protestants comme chez les catholiques, on l'a vu, l'unité théologico-politique jusqu'à présent, elle n'était pas envisageable. Dans le complot d'Amboise, il y a bien cette volonté de remplacer le roi catholique par un roi protestant pour avoir un roi qui nous représente. Et chez les catholiques, l'idée c'est qu'on ne peut pas avoir un roi protestant puisque nous on est des catholiques. On est dans cette maxime, entre guillemets, une foi, une loi, un roi. Et ça, du côté des protestants comme du côté des catholiques, on ne va pas en démordre aussi facilement. Voilà pourquoi cet édit de tolérance civile, sous l'impulsion de Catherine de Médicis et de Michel de l'Hôpital, c'est une rupture dans la pensée politique de l'époque. Voilà, ça c'était notre première partie, qui est déjà bien riche, vous l'avez vu. Et puis la suite, ça va être bien dense aussi. C'est un petit aperçu pour ceux qui vont s'orienter vers la spécialité histoire, géographie, sciences politiques, pour comprendre comment on peut développer les idées le plus possible. Bon bah voilà, je vous donne rendez-vous pour la capsule numéro 2.